Bienvenue sur ce nouveau podcast avec une vidéo d'explication sur les pointes de test et leur utilisation dans l'industrie. Pourquoi utiliser des tests ICT et FCT? Comment se servir de pointes de test? Cette vidéo vous permettra d'en savoir plus sur l'importance du test dans l'industrie. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, les ingénieurs Cotelec sont à votre écoute. Abonnez-vous, partagez nos contenus et suivez Pacta Industry sur LinkedIn. On s'attend à ce que nos appareils électroniques soient fiables, qu'ils marchent tout simplement à chaque fois. Mais derrière cette évidence, il y a tout un monde de tests d'une précision incroyable. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses pour voir comment les fabricants s'assurent que chaque circuit est absolument parfait. C'est vraiment là que réside tout le défi. Il faut s'imaginer un peu le truc. Des milliers de connexions, de composants, tout ça sur une surface qui tient dans la main. Une seule mauvaise soudure ou un composant qui flanche et c'est tout l'appareil qui peut lâcher. Alors la grande question c'est ça. Comment on fait pour inspecter cet univers miniature et le faire vite et bien? Et la réponse, elle tient en grande partie dans cet objet, la pointe de test, qu'on appelle aussi Pogopin. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment le héros méconnu de toute cette histoire. Sa mission, établir un contact électrique temporaire, super stable, super propre, pour pouvoir envoyer des signaux, mesurer des choses, et surtout sans jamais abîmer la carte. C'est grâce à cette petite merveille de précision que nos appareils fonctionnent dès qu'on les sort de la boîte. Bon alors, le contact, une mission délicate. On va regarder ça de plus près. Comment cette petite pointe fait-elle pour accomplir sa mission? Parce qu'attention, il ne s'agit pas juste de venir toucher la carte, C'est bien plus subtil que ça. C'est une opération à la fois physique et électrique d'une précision d'horloger. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un double mécanisme. D'abord, il y a le contact mécanique. La pointe, elle se comprime grâce à un petit ressort. Ça garantit une pression toujours constante et ça permet à la pointe de traverser la fine couche d'oxydation qu'il y a toujours en surface. Et c'est seulement après ça, une fois ce contact physique bien établi, qu'on a la deuxième étape, la connexion électrique. Un chemin parfait, avec une très faible résistance, pour que les signaux puissent passer. Et ça, c'est un point absolument crucial. La citation le dit bien, la pointe, elle, fait le contact, d'accord. Mais la qualité de la mesure, elle dépend de tout le chemin. C'est-à-dire la pointe, bien sûr, mais aussi le câblage derrière, l'interface qui tient tout ça et l'instrument de mesure au bout. En fait, la pointe de test, c'est juste le premier maillon de la chaîne. Et une chaîne, on le sait, n'est jamais plus solide que son maillon le plus faible. Allez, on continue. Section suivante. L'approche, de la conception au test. Parce qu'un test réussi, ça ne s'improvise pas au dernier moment, quand la carte est déjà fabriquée. Non. Tout commence bien en amont, dès la planche à dessin, au moment même de la conception de la carte. C'est le fameux « mieux vaut prévenir que guérir », appliqué à l'électronique. Les ingénieurs sont obligés de penser au test dès le départ. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prévoir des petites zones de contact dédiées, qu'on appelle des pastilles de test. Ça veut dire aussi éviter les zones fragiles, ajouter plusieurs points de masse pour avoir des mesures stables, bien répartir les points pour que la carte ne se plie pas. Bref, c'est tout un art. Si on ne fait pas ça, tester la carte devient un cauchemar. Alors, pour connecter des centaines de points en même temps, il y a globalement deux grandes écoles. Pour la production de masse, la méthode Rennes, c'est le lit à clous. C'est une grosse structure mécanique qui vient presser la carte sur une grille de pointe, toujours exactement de la même manière. C'est hyper répétable. Et puis, pour les prototypes, on a des interfaces beaucoup plus flexibles, des pinces, des aiguilles. C'est plus rapide à mettre en place pour une seule carte, mais c'est clair que c'est moins précis. Et là, attention, on touche à un détail qui change absolument tout. C'est une étape souvent négligée, vérifier que le contact est bon avant même de commencer la mesure. Un nombre énorme de faux défauts, c'est-à-dire des cartes déclarées HS alors qu'elles sont bonnes, viennent en fait d'un simple mauvais contact. En faisant cette petite vérification, on évite de jeter des cartes pour rien, et ça, c'est bon pour le portefeuille et pour la planète. Ok, le contact est établi. Maintenant, la question, c'est on teste quoi au juste? Il y a deux grandes philosophies, deux approches très différentes. D'un côté, le test in-circuit, ou ICT. De l'autre, le test fonctionnel, ou FCT. Ce sont vraiment deux manières de voir les choses. Pour faire simple, on va prendre une analogie. L'ICT, c'est un peu comme un mécanicien qui vérifierait chaque pièce d'un moteur, une par une. Moteur éteint, est-ce que c'est la bonne bougie? Le piston est bien en place. Son but, c'est de vérifier la qualité de l'assemblage. À l'inverse, le FCT, c'est quand on met le contact et qu'on démarre la voiture. Est-ce que le moteur tourne? Là, on vérifie que le système complet fonctionne. L'un vérifie la construction, l'autre, le comportement.
L'ICT, c'est donc un vrai travail de détective. On va traquer les défauts de fabrication les plus classiques. Est-ce qu'il y a un court-circuit entre deux pistes? Est-ce que cette résistance a bien la bonne valeur? Est-ce que ce composant n'est pas soudé à l'envers? On vérifie tout, composant par composant, pour être sûr que la carte a été assemblée pile-poil comme sur le plan. Le FCT, lui, c'est complètement autre chose. Là, on allume la carte, on la met sous tension et on regarde si elle se comporte comme prévu. Est-ce qu'elle consomme la bonne quantité d'énergie? Est-ce que le port USB communique bien? Est-ce que le signal de l'horloge est correct? Bref, on vérifie qu'elle fait son job, qu'elle est prête à assurer l'expérience pour laquelle elle a été conçue. Ce qui nous amène à une question très très pratique. La grande décision. Mesure directe ou interface de test? C'est une question que tous les ingénieurs se posent. En gros, quand est-ce qu'on peut se permettre de bricoler avec quelques pointes à la main et quand est-ce qu'il faut absolument investir dans une grosse machine de test bien robuste? Alors, quand est-ce que c'est OK de juste toucher la carte avec une pointe? Et quand est-ce qu'il faut sortir l'artillerie lourde? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend totalement du contexte. Est-ce qu'on est au labo, en train de mettre au point un prototype, ou sur une ligne de production qui doit sortir des milliers de cartes par jour? Forcément, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Ce tableau, il résume parfaitement le match. La mesure directe, à la main, c'est génial pour le labo. C'est souple, on n'a pas besoin d'une grosse installation. Le problème, c'est lent, la répétabilité est mauvaise, ça dépend de la personne, et c'est risqué, on peut facilement faire un court-circuit. L'interface de test, c'est tout l'inverse. C'est fait pour la production. C'est rapide, fiable à 100% et sécurisé. Indispensable quand on veut garantir la qualité sur des milliers de pièces. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante. En production, essayer de faire des économies en utilisant la mesure directe, c'est un très très mauvais calcul. Ça finit presque toujours par coûter plus cher. Pourquoi? À cause des rebuts, des faux défauts et du temps perdu par les opérateurs. Au final, la facture est bien plus salée que l'investissement dans une bonne interface dès le départ. Allez, dernière ligne droite. Pour finir, on va récapituler les secrets d'une mesure vraiment fiable. Qu'est-ce qui fait qu'une mesure est non seulement possible, mais surtout qu'on peut lui faire confiance à 100%? Finalement, le succès d'un test, ça repose sur plein de choses. D'abord, le matériel. Il faut choisir la bonne pointe et bien l'entretenir. Ensuite, les bonnes pratiques. Multiplier les points de masse pour un signal propre et se protéger contre l'électricité statique. Et enfin, la stratégie. L'idéal, c'est de combiner ICT et FCT. L'un pour chasser les défauts d'assemblage, l'autre pour valider que tout fonctionne comme sur des roulettes. Et on termine avec une question ouverte. Nos appareils sont de plus en plus petits, de plus en plus complexes. Les composants sont parfois de la taille d'un grain de poussière. Alors comment va-t-on faire pour les tester demain? Comment les stratégies vont-elles devoir évoluer pour suivre ce rythme fou? C'est un défi immense, mais une chose est sûre, le futur de ce monde invisible nous réserve encore des innovations assez fascinantes.